Eh. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce vlog qui reviendra sur le tant attendu Supergirl, réalisé par Craig Gillespie du DC Universe chapeauté par James Gunn. Un film qu'à la base je n'attendais pas trop étant donné le portrait de Supergirl qui avait été fait dans Superman. Je rappelle que j'ai détesté Superman, pas en tant que film mais en tant qu'adaptation du personnage de Superman. Et j'avais pas aimé notamment l'irrespect dont faisait preuve le personnage de Kara dans Superman à la fin du film quand elle faisait son caméo et qu'elle disait bye bitch ou un truc dans ce genre-là. Après avoir vu la bande-annonce, je me suis dit bon, ça peut peut-être le faire, on sait pas trop. J'avais dit, je crois que sur ma vignette c'était marqué pourquoi pas. J'y croyais un petit peu parce que Craig Gillespie jusque-là il a réalisé des films que j'aime plutôt bien. Il avait réalisé Moi Tonya avec Margot Robbie, qui était donc sur cette patineuse artistique. Tony Harding est particulièrement connu pour avoir massacré sa compétitrice pendant une compétition. Et il avait réalisé Cruella avec Emma Stone, qui était adapté d'une licence, mais il avait réussi à en faire un film avec une personnalité extrêmement marquée. Et généralement, il traite plutôt bien ces personnages féminins un petit peu à la dérive. Et en sortant du film, mon avis, c'est toujours, et c'est là qu'il y a un problème, pourquoi pas? Mais en soi, c'est ni un film horrible, comme j'ai pu l'entendre de la part de certaines critiques sur Internet. J'ai pas regardé, je me préserve au maximum des critiques qui sont faites, mais il y a des trucs que t'es obligé de voir parce que ça passe sur tous les réseaux sociaux et tout le bordel, surtout quand tu t'intéresses au cinéma. Donc oui, j'ai vu les critiques de Variety, je crois notamment, qui a dit c'est le pire script que j'ai vu de ma vie, c'est une merde insupportable, etc. Non, c'est pas du tout le cas. C'est très très loin d'être le pire script de l'histoire des adaptations de comics. C'est très loin d'être le meilleur aussi. Et en ce qui me concerne, j'en resterai à celui-ci. Je sais pas si vous avez déjà vu le Supergirl de 1984, je crois, un truc dans ce genre-là, c'est ça, 84, qui est produit par les Salkind. Donc les Salkind, c'est ceux qui ont produit les 3 premiers films Superman. Le 4e avait été produit par la Canon Films. Ils avaient acheté l'ensemble des personnages Superman et ils ont décidé de faire un film sur Supergirl. Ils pensaient que ça allait être un gros succès. Malheureusement, non. Il se trouve que le film est un peu nanardesque. Je l'ai regardé hier soir à nouveau. Je voulais me le remettre en tête avant de voir le nouveau, donc du coup celui-ci. Ça reste quand même assez fun parce qu'il y a un côté camp assez porté dans l'exagération, dans la méchante, son ennemi est joué par Faye Dunaway, qui passe son temps à faire des levées de sourcils. Vous pouvez pas les voir parce que j'ai la perruque et les lunettes, mais qui passe son temps à faire des levées de sourcils et des têtes ultra particulières, etc. Le scénario est assez absurde. Il y a un personnage qui découvre d'un seul coup l'Omégaèdre, qui est l'objet semi-technologique, semi-magique, qui anime la planète, ou la ville en tout cas, d'où vient le personnage de Supergirl dans ce film, qui sont donc des rescapés de Krypton. Et elle découvre le truc immédiatement, elle sait déjà l'utiliser, elle sait déjà le potentiel que ça peut avoir, elle sait déjà faire tout un tas de trucs. La Kara, elle débarque pour récupérer le truc parce qu'il faut sauver la ville, parce que sans l'Omégaèdre, la ville va mourir au bout de 3-4 jours, un truc dans ce genre-là. Au bout de quelques heures, elle décide de s'inscrire dans une école pour filles, et il y a tout un subplot où elle suit la cousine la sœur de Lois Lane, un truc dans ce genre-là, et elle se fait passer donc pour ce qu'elle est, la cousine de Clark, mais du Clark journaliste du coup dans le film. Il y a tout un tas de trucs absurdes, il y a un moment où elle vole dans les airs avec un truc d'auto-tamponneuse, enfin tout le bordel. C'est fun, au moins c'est fun à regarder, c'est ça le truc. Ça va à fond la caisse, c'est un petit peu trop rapide. Je dirais que c'est aussi un des problèmes de ce film-là d'ailleurs, mais c'est toujours fun à regarder et c'est franchement marrant, donc voilà, essayez d'y jeter un œil si vous pouvez. Le scénario donc de ce nouveau Supergirl, c'est que nous récupérons Kara toujours déprimée à l'aube de son 23e anniversaire, qu'elle célèbre avec Krypto bien sûr. Elle croise le chemin d'une jeune fille nommée Ruthie, qui vient de voir toute sa famille être massacrée par un brigand, et elle cherche quelqu'un pour l'aider à accomplir sa vengeance. Ce qui va la décider, c'est que le groupe de ce méchant va, en décidant de voler son vaisseau, également empoisonner Krypto. Krypto est donc aux portes de la mort, il a 3 jours pour vivre, et Kara donc a 3 jours pour trouver l'antidote, qui est avec ces brigands, que recherche Ruthie. Donc du coup, Ruthie va l'accompagner dans sa quête pour accomplir elle-même sa vengeance. Toute la question est de savoir s'il faut qu'elle se venge ou pas. De ce que j'ai compris d'ailleurs, pour passer à la vie générale, c'est un des trucs que l'adaptation du comics a pas très bien réussi, parce qu'apparemment il y a une leçon par rapport à la vengeance dans le comics qui n'est pas vraiment respectée dans ce film-là. Plus ou moins tout de même. Je dirais que mon problème principal en fait avec le film, c'est que la nonchalance du personnage finit par déteindre sur le spectateur. Ce qui vient aussi en partie du montage, on y viendra après, mais pour moi c'est ça le truc, c'est que comme elle est un petit peu en mode ouais, rien à foutre, le film a un peu cette vibe là aussi, et du coup c'est difficile au final de t'investir dans cette histoire et de te sentir vraiment concerné.
Je dirais pas donc que c'est le pire script du monde, comme j'ai pu le voir marqué sur certaines critiques, mais c'est vrai qu'il n'y a pas des tonnes d'efforts qui sont faits pour rendre les personnages attachants, pour avoir des scènes de dialogue sympathiques, etc., pour donner envie d'aller jusqu'au bout du truc. Le truc principal que je retiens quand même de ce film, c'est qu'avec tout le bordel qu'il y a eu autour de Lobo, qui est donc joué par Jason Momoa, franchement, c'est le personnage le plus rien à foutre du film. Je m'en bats les couilles, j'ai à peine relevé le fait qu'il était présent dans le truc. C'est pas une présence particulièrement marquante, c'est pas un caméo qui d'un seul coup éveille le film. Donc voilà, pour un petit avis rapide, c'est assez osef. C'est pas vraiment un film qui me marquera, et pour le deuxième film du DCU, c'est clairement pas un moyen de marquer une arrivée en force et un film fondamental dans la création de cet univers étendu. On pourrait peut-être commencer par là, cela dit. Ça a jamais été un bon choix de faire ce film. Supergirl, c'est pas un personnage qui a vraiment très bien fonctionné. Alors, il y a des fans qui vont vous parler de la série CW notamment, mais la série CW elle est notamment connue pour qu'on se foute de sa gueule en fait. Notamment avec je crois que à partir de la saison 5, 4, 5, 6 ou un truc dans ce genre-là, il y a eu une grosse baisse dans la qualité de la production. C'est devenu un petit peu cheap, etc. Beaucoup de gens se sont mis à critiquer le scénario etc., etc. À tort ou à raison, il me semble que c'était en partie pour une question de wokisme. Je n'ai pas vu la série donc je peux pas en juger, mais il me semble que en gros, la série Supergirl elle n'est pas non plus connue pour être un truc, une référence absolue et un truc à admirer non plus. Son film, donc, est connu pour être un gros nanar qui s'est un peu cassé la gueule. Je sais pas où est-ce qu'elle se situe en termes de vente de comics, mais je crois pas non plus que ce soit au niveau de Superman non plus. C'est le problème de tout ce DCU de James Gunn, en fait. C'est qu'il essaye de faire un DCU qui est à son image. Il aime bien les losers. Donc il a pris quoi? Il a pris une histoire de Supergirl où elle est complètement déprimée. Je sais pas à quel point est-ce que ça colle entre le comics et ce qu'on voit dans le film. Mais il me semble que c'est l'idée, quand on m'a parlé du personnage de Supergirl, quand j'ai dit que je l'avais pas aimé dans le film de Superman, on m'a dit oui, mais elle est déprimée parce qu'elle a vu tout son peuple mourir, et donc machin, etc., etc. Donc je suppose qu'elle doit être quand même déprimée dans le comics à la base. Et donc elle a un côté très loser. Le Clayface qui va produire par la suite, qui va sortir plus tard dans l'année, c'est pareil, c'est sur un personnage de loser. C'est un acteur qui était censé avoir le vent en poupe et qui d'un seul coup se fait défigurer, ce qui est donc le visage, c'est le truc principal qu'a un acteur pour transmettre des émotions, mais aussi pour se vendre, pour être apprécié physiquement et tout le bordel. Et c'est un personnage complètement osef, c'est un méchant tertiaire de Batman. C'est pas du tout un personnage particulièrement marquant. Et donc en fait, voilà, ce DCU est à l'image de ce qu'aime James Gunn, il aime les losers. Et je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de créer de l'engouement pour ton DCU. D'ailleurs, bien que le personnage de Superman soit un loser dans son film Superman, c'est un film plutôt lumineux et positif, Superman. Donc il sait très bien qu'il est pas censé faire ça pour attirer le plus de gens en salle, mais il a quand même décidé de le faire. Donc si ce film se casse la gueule, c'est aussi en bonne partie à cause de ça, quoi. C'est un mauvais projet. Pas lancé avec le bon personnage, pas au bon moment, pas de la bonne façon pour créer un engouement pour le DCU. Il est en train de se plus ou moins casser la gueule quand même en salle. De ce que j'ai compris, ses chiffres d'ouverture sont inférieurs même à ceux de The Marvels du MCU. C'est vraiment pas terrible. Mais je pense pas que la qualité du film soit vraiment la raison principale du truc. Je pense que c'est juste le ton et le fait que voilà, Supergirl, c'est pas un personnage très attirant de base pour un univers qui est en train de se construire. Une fois que l'univers s'est construit, tu peux commencer. C'est ce qu'a fait le MCU. Le MCU, ils ont commencé avec Iron Man, ils ont commencé avec Captain America, ils ont commencé avec Thor, ils ont commencé avec Hulk. Ils ont pris des personnages qui avaient quand même une certaine aura déjà de base, même si c'était pas forcément les plus appréciés du truc, vu que c'est Spider-Man qui est le plus apprécié a priori du MCU. Mais ils avaient quand même pris des personnages qui avaient vachement d'aura pour attirer du monde. Et après, tu fais les Gardiens des Galaxies, tu fais The Marvels, tu fais Thunderbolt, Black Widow, etc., etc. Tu pars pas directement sur les personnages secondaires ou tertiaires ou les personnages qui marchent le moins du truc. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. À ce niveau, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, parce que donc c'est un film très James Gunnien, enfin c'est dans l'idée James Gunnienne de prendre des losers, mais il y a beaucoup de gens qui le comparent vraiment à un film de James Gunn, notamment aux Gardiens des Galaxies. Et honnêtement, je trouve ça très malhonnête, à l'exception de la bande-son, qui effectivement est une bande-son composée de musique pop et de grands classiques de la musique de ces 40-50 dernières années. Il y a du François Hardy dans le truc. Je sais, ça paraît surprenant avec un film américain en plus, mais il y a du François Hardy dans le truc, c'est le temps des amours. En dehors de ça, il n'y a pas ce qui fait les éléments des Gardiens de la Galaxie. Et notamment, le personnage est pas ridiculisé pendant le film. C'est quand même un des gros trucs des Gardiens de la Galaxie, c'est qu'ils se prennent toujours une porte dans la gueule ou un truc, un machin. Ça n'en est pas là, quoi. C'est aussi un film qui est quand même un peu plus joyeux, Gardiens de la Galaxie. Celui-ci est quand même beaucoup plus déprimé. Il n'y a pas de groupe de personnages principaux. Il y a une héroïne et une sidekick. Il y a Lobo qui débarque à un moment. C'est pas un groupe comme les Gardiens de la Galaxie.
il y a beaucoup plus d'éléments qui sont séparés des Gardiens de la Galaxie que d'éléments qui sont proches. Il y a la musique et le fait que ça se passe dans l'espace. C'est à peu près tout quand même. Et je peux vous dire que ça ressemble pas à un film de James Gunn aux Gardiens de la Galaxie parce que je l'ai apprécié. Et je n'apprécie pas les Gardiens de la Galaxie de James Gunn. J'ai pas de haine pour James Gunn. Son style colle à certaines situations et pas à d'autres. Pour moi, dans le MCU, c'était pas du tout ce que j'avais envie de voir, les Gardiens de la Galaxie, donc j'aime pas son truc-là. Et en général, j'aime pas ces films Gardiens de la Galaxie, les 3 qu'il a fait. Il y en a aucun que j'ai apprécié. Donc non, ce film, c'est pas les Gardiens de la Galaxie. Après, effectivement, c'est pas un film qui marche extrêmement bien non plus. Je dirais donc que le problème, c'est en bonne partie le rythme. Je dirais que le film le fait 1h50, là, au final. Je sais qu'il a eu des projections test assez catastrophiques, il me semble. C'était les rumeurs, en tout cas, qui couraient, et qu'il fallait faire des reshoots et des tas de trucs, etc. Et notamment, cette durée de 1h50, c'est pas exactement la durée d'un blockbuster comics à l'heure actuelle. C'est généralement 2 heures ou plus. Même le Supergirl de 1984 fait 2 heures et quelques. Et il y a une director's cut, en plus, qui est un peu plus longue. Je dirais qu'en fait, c'est un des problèmes, c'est que t'as pas assez de scènes pour vraiment t'attacher au personnage, t'as pas vraiment assez de scènes pour développer la personnalité. Le film commence directement avec le fameux plan qui était montré dans le trailer, avec ce plan séquence dans sa caravane, là, où tu vois Krypto qui allume le 33 tours, et puis il y a un plan qui descend pour le montrer en train de pisser sur le journal avec Superman, qui est bien moins dénigré que ce que j'aurais cru à la base quand j'avais vu cette bande-annonce. Il y a vraiment que ce plan-là à la base. Tu vois qu'elle veut pas lui parler, mais il y a pas de manque de respect particulier par rapport à Clark dans le film. Et ensuite, tu donc la vois se réveiller le matin. T'as un montage où tu vois ces journées de beuverie et quelques moments un peu plus sympathiques avec Krypto pour qu'on développe un peu d'attachement entre eux, parce que c'est son chien à elle, mais on n'a quasiment pas fait de développement dans leur relation à eux. Ça va venir du coup un peu plus tard dans le film avec des flashbacks sur Krypton et comment est-ce qu'elle l'a rencontré et tout bordel. Krypton, pas exactement, mais bon, peu importe. Et ensuite, tu passes directement à l'agression des parents de Ruffy, et ensuite, tu la retrouves dans un bar avec Ruffy qui débarque pour demander sa vengeance, etc. Et donc, l'histoire commence à se mettre en place à ce moment-là. Et on nous a un peu trop jeté dans l'histoire avec elle, avec Ruffy, etc. Et du coup, effectivement, t'as pas assez de temps pour développer les relations. Même après, dans le reste du film, t'as pas beaucoup de scènes de dialogue non plus. Les quelques scènes de dialogue qu'il y a, ça dure quelques minutes pour vite fait mettre en place une ou deux informations qui peuvent être importantes au scénario. Et après, ça avance quand même assez rapidement. Et donc c'est ça qui est un petit peu dommage en fait, c'est que les personnages n'ont pas vraiment le temps de vivre, le temps de s'exprimer, et ça empêche, je trouve, de vraiment rentrer dans le film. Je pense que c'est aussi dû à la façon dont est raconté le film. Le film est raconté dans le désordre, à faire des flashbacks, enfin dans le désordre, pas vraiment, t'as une intrigue qui est plutôt linéaire, mais à 2 ou 3 moments, tu as des flashbacks qui te ramènent vers l'enfance de Kara, et le sort de la ville de Krypton dans laquelle elle a grandi. Je pense que le film aurait mieux marché si on avait remis tout ça dans l'ordre en fait. Si on avait démarré par son enfance sur Krypton, la tragédie qui lui est arrivée, son arrivée ensuite sur Terre, développer plus le fait que elle a pas vraiment envie de vivre sur Terre. Il y a 2 scènes au maximum qui se passent sur Terre, une où elle débarque dans sa capsule et une autre où elle est à Metropolis. Et à aucun moment tu la vois essayer de s'intégrer ou pas en fait dans la vie terrestre. Et donc du coup, tu te dis c'est un peu dommage en fait, c'est ce truc-là qui aurait dû être un peu développé pour montrer pourquoi est-ce qu'elle est dans cet état-là, pourquoi est-ce qu'elle a du mal à s'en remettre, pour expliquer justement dans quel état elle est et tout le bordel, plutôt que de juste nous montrer le cliché assez classique de la nana complètement beurrée qui se réveille avec les lunettes de traviole le matin et tout le bordel et qui se prend comme un déchet et tout ce qui s'ensuit. Je pense que si on l'avait présenté comme ça et qu'ensuite on avait amené à l'histoire de Ruffy, ça aurait peut-être permis de mieux cerner le personnage, de mieux cerner son parcours et son arc, et d'être un peu plus investi surtout dans son parcours et son arc, parce qu'elle a un arc, mais c'est difficile de se sentir investi véritablement dans son objectif, étant donné que de base, elle se lance dans l'aventure plutôt par besoin pour sauver Krypto que par véritable quête de motivation personnelle. Pour ce qui est du reste du film, les autres personnages sont pas forcément beaucoup mieux traités. Lobo, donc, il est vraiment là en vacances, tu sais pas trop ce qu'il fout là, vraiment, il pourrait ne pas être dans l'histoire, ça ne changerait absolument rien au script. Il pourrait être utile parce qu'en gros, les 3 personnages principaux sont liés. Kara a perdu son peuple à cause d'une tragédie qui n'a pas véritablement de responsable. Ruffy a perdu son peuple, sa famille notamment, à cause d'une tragédie qui a un responsable clair, qui est donc le méchant du film. Et Lobo, lui, a perdu son peuple parce qu'il l'a voulu, parce qu'il trouvait ça cool et parce qu'il voulait être le plus grand immortel et trucs dans ce genre-là. Il développe pas vraiment le personnage, donc je sais pas jusqu'où c'est vrai dans les comics, etc. Mais dans le film, c'est grosso modo comme ça qu'il le présente, quoi. Donc les 3 pourraient être plus ou moins 3 facettes d'une même pièce, si on avait une pièce à 3 facettes, par exemple. Un dé de jeu de rôle, par exemple. Mais en soi, en fait, son rapport à ce truc-là n'apporte absolument rien à l'histoire des autres personnages et ne développe rien de cet aspect particulier de l'histoire.
Le personnage de Ruthie, pareil, elle est pas très très développée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a le grand frère le plus con du monde. Et quand tu vois la scène, tu vois, en fait, il remarque que sa sœur est en train d'observer quelque chose. Et à aucun moment, il se demande quoi, en fait. Et il fait un truc complètement con, au pire moment possible, etc. Donc, son frère était un idiot, hein, je suis désolé, mais personnellement, je ne pleure pas sa mort. Et ouais, sa personnalité est pas spécialement développée en dehors de ça. Elle est un petit peu cliché. C'est le personnage, vous savez, qui débarque et qui dit « Je m'appelle machin et je veux manger ». Ça fait un peu... alors, on connaît pas du tout ce film en France, mais il y a un film qui s'appelle The Princess Bride aux États-Unis. Et il y a un personnage qui s'appelle Ricardo Montoya ou Ignacio Montoya, un truc dans ce genre-là, et il dit « Vous avez tué ma famille, préparez-vous à mourir », un truc dans ce genre-là. Et c'est une réplique qui revient tout le temps dans le truc. Elle est un petit peu comme ça. C'est à chaque fois qu'elle débarque dans une pièce, c'est « Je suis machin, descendante de machin, et je suis là pour accomplir ma vengeance » et tout le bordel. Et c'est pas vraiment un développement de personnalité non plus, quoi. C'est plutôt un cliché, comme Kara est un cliché de la nana bourrée et dépressive au 30e dessous et tout le bordel. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment moyen de s'attacher non plus au personnage de Ruthie. Elle a vécu une tragédie, certes, mais toutes les tragédies ne sont pas équivalentes au cinéma. Il y en a dans lesquelles t'es investi, il y en a dans lesquelles t'es pas investi. Par exemple, John Wick, tu aurais pas fait toute l'introduction de John Wick sur que représente le chien dans l'histoire de John Wick. Ce qui arrive au chien dans le premier film n'aurait pas été aussi marquant et aussi impactant pour le spectateur. Donc les tragédies ne sont pas toutes équivalentes dans les films. Et puis on a le personnage qui s'appelle Crème, je crois, Chrome, Crème, un truc dans le genre. Je sais qu'à un moment il a fait le jeu de mots en disant crème comme de la crème glacée, quoi, ou de la crème fraîche. Il est pas spécialement développé non plus. On sait juste que c'est un gros méchant qui fait du mal aux gens sans véritable motivation. Évidemment, comme c'est un film avec une héroïne, il faut que le personnage ait un truc particulier par rapport aux femmes. Donc le truc, c'est qu'en fait, il a une race exclusivement masculine, a priori parce qu'ils ont dû buter toutes les meufs, et donc du coup, ils vont en kidnapper sur d'autres planètes pour devenir du coup leurs épouses et perpétuer la race. Et là aussi, c'est un petit peu un truc un peu cliché, quoi. Pour un film avec une héroïne, tu mets généralement un personnage masculin qui fait un truc particulier à des femmes. Le seul, je trouve, qui avait une originalité à ce niveau-là, c'était The Marvels, puisque du coup, on avait une méchante dans le film et non pas un mec méchant, comme dans Captain Marvel par exemple. À ce niveau-là, c'est plutôt cliché aussi au niveau du méchant, donc pas non plus de grosses raisons, de grosses motivations de vouloir le voir mourir. C'est effectivement, encore une fois, il fait des choses terribles, mais c'est très classique, et donc du coup, il faut que tu trouves un moyen de nous investir dans le truc, et ils n'ont pas vraiment de moyen de nous investir dans le truc non plus. Un petit truc qui m'a surpris, c'est que je m'attendais pas à ce qu'il y ait certaines des victimes qu'il fait dans le film. Ça, pour le coup, c'est justement ce qui m'a surpris, c'est que c'est un peu le seul truc pas cliché de l'histoire, c'est que quand tu vois certains types de personnages arriver avec un certain type d'histoire, généralement tu t'attends à ce que ces personnages, ou au moins un personnage en particulier dans l'histoire, soit sain et sauf et n'ait aucun problème pendant le film. Et non. Et du coup, ça pour le coup, j'étais un peu surpris. Donc voilà, ça c'était un petit peu original et plutôt sympa par rapport à ce méchant. Mais sinon, ouais, pas grand chose d'extraordinaire. Le reste de l'univers du film, par contre, j'ai trouvé plutôt sympa. Il y a tout un tas de races extraterrestres assez diverses, assez variées, avec des looks assez originaux. Il y a la soigneuse, par exemple, qui s'occupe du chien de Crypto. Il y a un conducteur de bus qui rappelle un petit peu un personnage de Man in Black, mais qui est assez rigolo, qui a une des répliques les plus drôles du film. On lui demande de faire quelque chose et il dit « Bah si j'avais ça et ça, je le ferais peut-être, mais je les ai pas. » Je vais pas vous dire quoi pour que vous gardiez la surprise devant le film, mais c'était plutôt marrant. C'est le moment où la salle s'est un peu réveillée, un peu rigolée. La salle était assez inerte pendant le reste du film, assez amorphe. Il y a tout un tas de technologies avec des trucs un petit peu intéressants par moment, des trucs de téléportation par exemple, des espèces de petites araignées mécaniques d'attaque ou des trucs dans le genre. Et au niveau des scènes d'action, c'est pas trop dégueulasse non plus. Il y a plusieurs scènes d'action sont filmées avec un plan séquence ou en plan séquence. Il y en a un moment qui est filmé entièrement du point de vue de Ruthie, justement, où la scène est un petit peu en background, et tu la vois que derrière le personnage, ou dans les reflets qu'elle voit, ou quand elle tourne la tête et qu'elle voit un truc, et par exemple, etc. 3-4 scènes comme ça, qui ont au moins un gros plan séquence assez marquant, certaines d'ailleurs qui sont présentes dans le trailer, par exemple. Il y a des scènes assez créatives, comme avec cette technologie de téléportation, par exemple, il y a toute une scène de baston avec le téléporteur, et donc le personnage qui va arriver à différents endroits du décor à certains moments qui sont plutôt cool. Le fait qu'on soit pas constamment sur une planète avec un soleil jaune fait que du coup le personnage est pas forcément over-cheaté pendant tout le truc, et donc ça permet de développer des scènes d'action plutôt intéressantes, et plus intéressantes que si simplement le personnage avait débarqué et fait pff, et le personnage était mort en face d'elle. Et la scène du climax notamment, je l'ai trouvée plutôt impressionnante quand même. C'était tu sens bien le grandiose, tu sens bien la taille des trucs, etc. Bon, le décor lui-même, c'est un peu un grand désert de cailloux, donc tu fais bon, c'est pas non plus le décor le plus intéressant du monde, mais je trouvais qu'il y avait quand même un sentiment de grandiose pas mal qui ressortait dans cette séquence de fin.
Contrairement à ce à quoi je m'attendais, le film a un peu plus de couleurs que je l'aurais cru. Il y a beaucoup d'images dans le trailer qui ont cet étalonnage un peu jaune pisse, marron merde, etc. Et en fin de compte, le film lui-même est quand même plutôt coloré en règle générale. Plutôt dans le jaune, effectivement, mais moins terne que ce que j'aurais cru, et donc avec des couleurs un peu plus pétantes, un peu plus flashy. Et effectivement, à certains moments du film, les couleurs sont particulièrement plus pétantes et un peu beaucoup plus marquantes. Après, voilà, c'est vrai que c'est pas un film particulièrement marquant, pas un film particulièrement attrayant. Pas vraiment un film qui te donne envie de t'intéresser au DCU. Et en parlant du DCU d'ailleurs, un petit truc que je voulais noter, c'est que certaines questions avaient été soulevées par rapport aux parents de Kal-El dans mes critiques sur Superman. Et notamment ma critique, ça avait été, du coup je comprends pas, s'il connaît Kara depuis un bon bout de temps, comment est-ce qu'il n'est pas encore au courant de comment se comportaient les Kryptoniens, de quelle était leur philosophie, de quel était machin, etc. Donc il y a des gens du coup qui m'ont sorti que oui mais non, quand elle a quitté Krypton, elle était un bébé donc elle pouvait pas le savoir, etc. C'est pas le cas dans le film. Oui mais peut-être que ses parents c'est un clan à part dans les Kryptoniens et que tous les autres raisonnent pas comme ça et que du coup c'est pour ça qu'il est pas au courant. C'est pas le cas du coup dans le film. Donc pourquoi est-ce que Superman n'est pas au courant de comment ça se déroule sur Krypton et de pourquoi est-ce qu'ils l'ont envoyé en mission, etc., etc. Elle a vécu 17 ans ou 18 ans ou 20 ans avec son peuple et ses parents. Comment est-ce qu'elle peut ne pas être au courant de ce truc-là? Comment est-ce qu'elle peut ne pas lui avoir dit par la suite? C'est toujours un truc de con. Moi, je suis désolé, mais le problème, c'est Superman. C'est pas Supergirl. Mais le film Superman de James Gunn, il a vraiment fait un peu n'importe quoi et je suis désolé, ce film n'a pas de sens du coup. Il fallait attendre de voir la suite pour voir si ça avait vraiment pas de sens. Maintenant, là, il est temps d'admettre que ça n'a pas de sens. Merci, j'attends vos excuses dans les commentaires. Bien sûr, comme d'habitude, je sais qu'elles ne viendront pas. Voilà, donc c'est pas du tout un film mémorable, c'est pas un film qui était à faire à mon sens. C'est pas une histoire extrêmement intéressante, peut-être que dans le comics ça marchait beaucoup mieux, mais là dans le film c'est pas extraordinaire. Je vois pas trop d'ailleurs ce que ce thème de la vengeance vient de foutre là-dedans, parce que c'est pas du tout un truc qui concerne Kara, parce qu'il y a personne qui a attaqué sa planète à elle en particulier. Sa planète a été détruite d'elle-même, c'est le noyau qui est instable et tout le bordel. Donc pourquoi traiter la question de la vengeance autour du personnage de Kara, elle, comme ça? Franchement, je sais pas, je vois pas trop ce que ça vient foutre là-dedans. Non, je suis déçu, parce qu'en plus, j'aime bien Craig Gillespie, mais je pense que c'est en bonne partie les remontages qui ont flingué le film. Je pense qu'à la base, il y avait un film qui avait plus de tenue et de gueule que ça. Malheureusement, ouais, à l'arrivée, non, c'est très oubliable. Donc voilà, après à vous de voir et de me dire ce que vous en pensez, mais en ce qui me concerne, ouais, non. C'est pas extraordinaire. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.